On est très loin des comptes Instagram où la vie est belle, avec ces fameuses photos de personnes avec leur ordinateur au bord de la piscine. Déjà, travailler avec le reflet du soleil sur son écran d'ordinateur, c'est impossible. Actuellement, je suis basée à Santa Teresa, au Costa Rica, mais j'ai aussi télétravaillé depuis Bali, le Mexique, la République dominicaine ou encore le Nicaragua. Alors non, on n'est pas en vacances tous les jours lorsqu'on est nomade digital. On va devoir, comme tout le monde, le matin, prendre son ordinateur, faire sa journée de travail, même si c'est sous les cocotiers. Avant de boucler votre valise et de sauter dans le premier avion, voici les erreurs à ne pas faire. Il y a quelques années, je suis partie télétravailler depuis le Nicaragua, qui est un pays extraordinaire. Seul problème, je me suis rendue dans un village qui s'appelle Popoyo, mais il y avait absolument personne à cette période de l'année. Je me suis donc retrouvée pendant 15 jours, toute seule, avec mon ordinateur, avec une connexion internet un peu bancale, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je sélectionne mieux les endroits où j'allais être nomade digital. Aujourd'hui, il y a toute une série de hubs ou de lieux qu'on peut appeler des hotspots pour les digital nomades. Il faut aussi vérifier l'état de la communauté sur place. Est-ce qu'on a envie d'être plutôt immergé dans une culture locale, ou est-ce qu'on a aussi envie de pouvoir échanger avec des profils internationaux ? J'en ai croisé des voyageurs qui faisaient la manche pour financer leur voyage. Partir sans avoir d'économie, c'est risquer d'être à court d'argent sur place. Et là, c'est la catastrophe. La priorité quand on a envie de devenir digital nomade, c'est d'avoir cette espèce de filet de sécurité. Si jamais on n'arrive pas à trouver de clients en freelance ou si jamais on perd son emploi. Idéalement, on devrait avoir 3 à 4 mois d'économie de côté. Il faut être intentionnel dans la sélection de ces contrats pour pouvoir trouver des personnes qui vont accepter de travailler avec nous malgré le fait qu'on soit à distance, parfois sur des fuseaux horaires différents, plutôt que d'accepter toutes les missions qu'on va nous proposer. Il suffit d'en parler dès les premiers rendez-vous et il suffit également d'axer le contrat sur un mode projet, donc une mission qui va viser à obtenir des résultats plutôt qu'un temps horaire ou une prestation facturée à la journée. C'est une erreur que j'ai faite au début. Je partais pour quelques jours, voire une semaine dans des capitales européennes avec l'intention de travailler tout en voyageant et c'était très frustrant puisque je n'avais pas le temps de me poser et de fournir le travail que j'avais envie de faire et en même temps j'avais l'impression de passer à côté de belles découvertes. Il vaut mieux y rester plusieurs mois afin d'avoir vraiment le temps de se poser et de ne pas être en train de courir entre ces contrats et les moments de détente. On est très loin des comptes Instagram où la vie est belle, avec ces fameuses photos de personnes avec leur ordinateur au bord de la piscine. Déjà, travailler avec le reflet du soleil sur son écran d'ordinateur, c'est impossible. Actuellement, je suis basée à Santa Teresa, au Costa Rica, mais j'ai aussi télétravaillé depuis Bali, le Mexique, la République dominicaine ou encore le Nicaragua. Alors non, on n'est pas en vacances tous les jours lorsqu'on est nomade digital. On va devoir, comme tout le monde, le matin, prendre son ordinateur, faire sa journée de travail, même si c'est sous les cocotiers. Avant de boucler votre valise et de sauter dans le premier avion, voici les erreurs à ne pas faire. Il y a quelques années, je suis partie télétravailler depuis le Nicaragua, qui est un pays extraordinaire. Seul problème, je me suis rendue dans un village qui s'appelle Popoyo, mais il y avait absolument personne à cette période de l'année. Je me suis donc retrouvée pendant 15 jours, toute seule, avec mon ordinateur, avec une connexion internet un peu bancale, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je sélectionne mieux les endroits où j'allais être nomade digital. Aujourd'hui, il y a toute une série de hubs ou de lieux qu'on peut appeler des hotspots pour les digital nomades. Il faut aussi vérifier l'état de la communauté sur place. Est-ce qu'on a envie d'être plutôt immergé dans une culture locale, ou est-ce qu'on a aussi envie de pouvoir échanger avec des profils internationaux ? J'en ai croisé des voyageurs qui faisaient la manche pour financer leur voyage. Partir sans avoir d'économie, c'est risquer d'être à court d'argent sur place. Et là, c'est la catastrophe. La priorité quand on a envie de devenir digital nomade, c'est d'avoir cette espèce de filet de sécurité. Si jamais on n'arrive pas à trouver de clients en freelance ou si jamais on perd son emploi. Idéalement, on devrait avoir 3 à 4 mois d'économie de côté.
Il faut être intentionnel dans la sélection de ces contrats pour pouvoir trouver des personnes qui vont accepter de travailler avec nous malgré le fait qu'on soit à distance, parfois sur des fuseaux horaires différents, plutôt que d'accepter toutes les missions qu'on va nous proposer. Il suffit d'en parler dès les premiers rendez-vous et il suffit également d'axer le contrat sur un mode projet, donc une mission qui va viser à obtenir des résultats plutôt qu'un temps horaire ou une prestation facturée à la journée. C'est une erreur que j'ai faite au début. Je partais pour quelques jours, voire une semaine dans des capitales européennes avec l'intention de travailler tout en voyageant et c'était très frustrant puisque je n'avais pas le temps de me poser et de fournir le travail que j'avais envie de faire et en même temps j'avais l'impression de passer à côté de belles découvertes. Il vaut mieux y rester plusieurs mois afin d'avoir vraiment le temps de se poser et de ne pas être en train de courir entre ces contrats et les moments de détente.